Je pense que les gens, quand ils entendent attaché presse, ils pensent à quelqu'un qui passe son temps à être au téléphone. Alors oui, j'utilise mon téléphone, mais je pense que je dois passer, grosso modo, 5 coups de fil la semaine et encore. En fait, quand on va chercher de la presse, on va plutôt aller rechercher donc la version print, pour ce côté papier glacé que la version web, même si la version web est importante et apporte d'autres choses en termes de trafic, notamment en tant que start-up. Si tu vas chercher des gens du CAC, les grands patrons, ils ont toujours le journal papier sur leur bureau avec la tasse de café. En fait, de côté B2B, montrer des cas d'usage aux journalistes, c'est plus intéressant que de dire on a levé 5 millions d'euros. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, être dans tes crunchs pour le côté égo, ça sert à rien, mais il faut aussi savoir s'en protéger. Parce que le jour où il se passe X ou Y, la chute, elle est assez violente. Et en fait, c'est remonté jusqu'à Hugo Décrypte, qui en a fait un de ses 5 sujets le soir dans ses vidéos. Ah ouais. Sur cette chaîne, on parle beaucoup de growth, de contenu, de SEO, d'ADS, etc., mais très peu de relations presse. Après tout, avec la montée de l'influence depuis quelques années et le ralentissement de l'activité de la presse papier, est-ce que ça vaut encore le coup de travailler ces RP en 2024 ? Pour creuser le sujet, j'ai invité Chloé, spécialiste des RP dans la tech et la finance, au micro de Conquête. Elle nous partage son parcours jusqu'au RP et pourquoi elle a choisi de se spécialiser dans la tech et la finance. Quels sont les enjeux des RP en 2024 selon elle ? Quel est le meilleur moment pour une boîte pour commencer à investir sur le sujet ? Mais aussi comment les RP peuvent soutenir des objectifs business long terme et comment mesurer l'efficacité de ses campagnes. Elle nous donnera également ses conseils pour se créer un réseau important et entretenir des liens avec ses partenaires même en dehors des campagnes RP. Mais avant d'écouter l'épisode, vous connaissez la chanson, un like, abonnement, 5 étoiles. Je vous souhaite une très bonne écoute. Chloé, pourquoi tu t'es lancée dans les RP ? Alors, je suis tombée dans la RP un peu par hasard. Pour refaire un peu l'historique, j'ai été à la communication de France Digital pendant un an et demi, entre 2017 et 2019. Et à l'époque, parce que c'est un lobby, on va dire que bien 80% de mon travail était de faire des relations presse. Parce que il y avait des enjeux à l'époque au niveau du gouvernement, et c'est vrai que le canal de communication le plus rapide pour se faire entendre, c'est la partie relations presse. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à travailler le sujet. Donc c'était devenu assez prédominant dans le travail que je faisais tous les jours. Et quand j'en suis partie, je cherchais un petit peu ce que je voulais faire, parce que après avoir fait 60 événements en un an et demi, de 50 à 4000 personnes, dont le France Digital Day, à faire les partenariats médias, à aller voir les journalistes, à vendre des sujets, comme on dit dans notre milieu, c'est-à-dire aller voir les journalistes et leur dire j'ai tel sujet, est-ce que ça peut vous intéresser ? J'avais besoin un petit peu de me spécialiser, parce que la com, ça peut être très très large. Ouais. Et dans la tech, on n'a pas forcément il n'y a pas forcément donc je vais appeler ça attaché presse, même si j'aime pas forcément ce terme, mais en tout cas de personnes qui sont en capacité de comprendre les problématiques technologiques dans son ensemble et de les expliciter auprès des journalistes, parce que c'est notre travail, c'est justement comprendre ce que font, en l'occurrence ce que font aujourd'hui mes clients, pour les expliciter auprès des journalistes, et que eux soient intéressés par les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc c'est un petit peu par hasard, et aussi j'ai la chance d'avoir 2 personnes qui m'ont accompagnée sur la partie professionnelle. Une personne qui s'appelle Emmanuel Flau-Franck, une autre personne qui s'appelle Christopher Aboud. Et à l'époque, donc je sors de France Digital, je réfléchis à ce que je veux faire, et on me dit si tu veux faire ce qu'on a fait ou ce qu'on fait, c'est-à-dire être directeur communication d'une belle société américaine, au hasard Stripe, et ça t'intéresse, il faut que t'aies le tampon agence, parce que tu as fait de l'annonceur, et donc aller en agence, c'est important. Et en l'occurrence, l'agence de Stripe, qui est la société dans laquelle Christopher travaille, c'est Rumeur Publique.
Et donc, il me dit, viens chez Rumeur, viens te perfectionner sur cette partie-là des RP parce que ça reste un média de prédilection dans le sens où, à partir du moment où tu sais faire des relations presse, tu sais gérer des relations publiques dans son ensemble et donc gérer de l'influence. Donc, pas au sens influence Nabila à faire des posts TikTok ou Instagram, mais vraiment au sens de lobbying finalement. À faire passer des messages et donc le biais presse en étant. La grande influence, on va dire. Vraiment influence. Voilà. Ok. Très intéressant. J'ai déjà quelques petites remarques à faire par rapport à ce que tu as dit. Okay. C'est tout à l'heure, tu disais, en fait, c'est le moyen le plus rapide de faire passer un message. Est-ce que tu penses que c'est vrai pour toutes les audiences ? Alors, c'est le cas pour France Digital parce que lobby hyper exposé, qui est écouté et qui a déjà une notoriété, donc c'est le cas. Maintenant, quand tu prends une entreprise, elle va pas être tout de suite écoutée. Il faut d'abord construire cette notoriété pour faire en sorte qu'elle soit écoutée. Et il faut qu'elle soit écoutée aussi en fonction des sujets. Tous les sujets, moi, pour mes clients, par exemple, je vais pas mettre toutes leurs annonces entre les mains des journalistes. Et d'ailleurs, sur certains sujets, je vais plutôt privilégier une typologie de presse versus une autre typologie. Peut-être pour refaire le panorama, on a ce qu'on appelle la presse généraliste et la presse spécialisée. La presse généraliste, c'est les grands titres, les Échos, le Figaro, le Monde. T'as aussi tout ce qui est presse quotidienne régionale avec Ouest France, Sud-Ouest, etc., le Parisien. Et derrière, la presse spécialisée, donc en fonction des secteurs, par exemple la finance, t'as l'AGFI, Capital Finance, CF News, etc., etc. Et donc, quand tu as un sujet X ou Y, tu vas effectivement te dire, la stratégie, on veut faire passer un message, comment on fait pour faire passer le message, quels sont les termes qu'on va utiliser, et derrière, quelle est la cible qu'on va aller toucher. Et en fonction de la cible qu'on va aller toucher, par exemple des banquiers, on aura plutôt tendance à aller voir la GFI parce que la GFI a ce pool d'audience spécialisée auprès des banquiers, des courtiers, des assureurs, etc. versus un média comme Les Échos qui est un média financier, même si économique comme son nom l'indique, mais qui va toucher une cible beaucoup plus large et donc oui, le message va passer, mais il aura peut-être beaucoup moins de résonance que la GFI, par exemple. Ok, intéressant. Attaché presse, tu disais que tu n'aimais pas ce terme ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est assez réducteur, je pense, de ce qu'on fait. Et je pense que c'est aussi ce truc de... je pense que les gens, quand ils entendent attaché presse, ils pensent à quelqu'un qui passe son temps à être au téléphone, à essayer de vendre un sujet. Alors oui, j'utilise mon téléphone, mais je pense que je dois passer, grosso modo, 5 coups de fil la semaine et encore. Oui, donc t'es pas scotché au téléphone, en effet. Non. Alors après, on s'écrit beaucoup tous par SMS. Et par mail, mais c'est plus du terrain, aller aller voir les clients, bosser avec eux, voir un petit peu ce qui se passe et être avec les journalistes, mais plutôt prendre des cafés ou des déjeuners et comprendre un petit peu leurs problématiques. Donc alors, il n'y a pas de bonne terminologie. Attaché presse, ça parle à tout le monde. Donc, c'est pour ça que moi, je suis je dis indépendante, consultante. Je sais pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise terminologie par rapport à ça. Mais le sous-entendu du nom, il te plaît pas trop, quoi. C'est que, en fait, notre travail, il est vraiment d'aider, comme je disais, les sociétés sur la partie notoriété à être vues comme des experts auprès des journalistes. Vraiment cette idée d'être des sources d'information auprès des journalistes. Et donc, pour être cette source, il faut être capable de dire ma société, elle fait ça. Et voilà toutes les annonces que j'ai pour toi, mais aussi de prendre un marché et de dire sur ce marché, voilà nous la lecture qu'on en a. Je prends un exemple, Virgile.
que j'ai la chance d'accompagner depuis un peu plus d'1 an maintenant, start-up dans l'immobilier qui aide les primo-accédants à acheter grâce à un apport financier qui va jusqu'à 100 000 euros. Aujourd'hui, ce qu'ils sont capables de faire, c'est de voir par rapport ils ont accompagné plus d'une dizaine de milliers de personnes en 4 ans maintenant, 4-5 ans. Et donc, sur ce panel-là, ils sont capables de voir des tendances. Et c'est ces tendances-là qui vont intéresser, par exemple, les journalistes. Et c'est ça qui va nourrir les articles. Quand tu vois, par exemple, je reprends l'exemple des Échos, dans un article, machin a dit ceci. Eh ben, c'est parce que le journaliste, quand il a commencé à travailler sur son sujet, il a fait comme tout le monde. Il est allé sur Google, il a regardé qui est-ce qui parlait de ce sujet récemment, et donc il va faire sa petite liste. En plus, nous, il y a notre travail qui fait que ils vont avoir le réflexe de nous appeler et de dire j'ai ce sujet-là, est-ce que votre client est capable de parler? Et donc là, on voit effectivement si ça fait du sens. Et s'ils ont des choses à raconter, parce que sinon ça sert à rien. Et donc ensuite, le journaliste va faire son tri, et va écrire son papier, et va le publier. Donc c'est des temps qui sont assez courts. Même là je parle beaucoup de presse écrite, mais dans la presse audiovisuelle, JT de TF1 de 20h par exemple, t'as ce qu'on appelle une conférence de rédaction le matin vers 9h, et donc ils ont entre 9h et 17h pour faire tous les reportages pour le 20h du soir, et donc faire tous les reportages et ensuite de les monter pour que ça soit prêt pour le 20h. Donc en fait, toi de l'autre côté, quand tu reçois un appel de TF1, d'M6 ou d'une grande chaîne de télé de manière générale, en fait, il faut que tu sois hyper actif. Et ça, on le sait. Parce que c'est notre boulot, mais souvent les clients sont là, non mais j'ai pas le temps, oui. Non il y a personne qui est au bureau, faut trouver un client, mais là je sais pas comment je vais faire pour activer quelqu'un aussi rapidement. Et donc nous, notre travail, c'est justement de baliser et de préparer le terrain au mieux pour que un jour, si TF1 appelle, et on fait en sorte on puisse être réactif et du coup faire en sorte que le sujet puisse être monté et arrive jusqu'au 20h de TF1 demain. Enfin, le soir, pardon. Ça me fait penser à une anecdote. Je te raconte une anecdote perso que j'ai vécue qui est exactement ce que tu viens de décrire. Okay. Donc, c'est-à-dire que il y a quelques années, quand Hollande était président, il était venu à Grenoble. Moi, je suis originaire de Grenoble. J'étais encore étudiant à ce moment-là. Il était venu à Grenoble pour je sais plus quelle raison. Enfin bref, et il passait voir des startups. Et donc, TF1 contacte une des startups grenobloises en disant Hollande aimerait passer dans vos bureaux et on va faire un reportage. Et sauf que la startup ce jour-là était dans un salon. Et donc, personne au bureau. Et il y avait un stagiaire à ce moment-là qui était donc dans ma classe. Et en fait, le CEO a appelé le stagiaire, parce que c'était l'université de Grenoble, en disant « Ramène des potes au bureau, il faut qu'on remplisse les bureaux de gens et il faut qu'on fasse croire que y a du monde dans les bureaux en fait, tu vois. » Et donc le CEO, il avait pris un train en urgence pour se pointer à son bureau. Nous, on avait tous débarqué, on s'était tous installés à des postes, machin, et il y a TF1 qui était venu. Et donc t'as l'impression que c'est l'entreprise, ça grouille de gens et tout machin. En fait, tout est fake, tu vois. Mais parce que il fallait saisir l'opportunité comme ça. Donc c'est exactement ce que tu dis en fait ah ouais, mais là on n'est pas au bureau et tout machin. Oui, mais on va pas repasser demain en fait. Donc voilà. Donc, c'est ça le truc, c'est qu'effectivement c'est hyper intéressant l'exemple des passages ministériels, et ça arrive très souvent dans les startups. Bon, maintenant c'est quand même cadré parce que quand t'as le ministre qui se déplace, ils font en sorte justement de prévenir tout le monde. Mais oui, en fait, bon, ça peut arriver de temps en temps que effectivement on soit obligé de bricoler. Après, l'objectif c'est faut que ça sert la marque aussi. Si on n'est pas capable de le faire pour X ou Y raison, on stoppe et on dit aux journalistes non, mais on n'y va pas parce qu'en fait on peut tout simplement pas. Tout comme dans une interview, en fait, quand t'as pas la réponse à un sujet, vaut mieux dire j'ai pas la réponse, j'essaie de vous la trouver si je peux vous la fournir, ou je peux pas répondre. C'est toujours mieux que d'essayer de contourner le sujet. Et puis ça, de toute façon, ils le sentent direct, hein, donc il vaut mieux jouer la transparence jusqu'au bout, quoi. Ok.
Toi, tu as pris une spécialisation qui est très tech. Ouais. Ça vient du fait que justement, tu as commencé un peu cette carrière RP chez France Digital? Alors, ça remonte un peu plus tôt même. Moi, j'ai toujours été un peu passionnée par l'informatique. Ça fait un peu geek en disant comme ça, mais enfin, c'est l'ordinateur, l'objet m'a toujours inspirée. Et c'est au fur et à mesure de mes stages que j'ai pu un peu découvrir ce milieu. Et je suis rentrée chez Madines. Donc, j'ai été côté média avant d'être côté attaché presse. Donc Louis et Étienne me proposent d'être contributrice. Donc j'ai écrit quelques articles à l'époque sur des startups et je trouvais ça trop cool parce que je rencontrais des entrepreneurs, je racontais leurs histoires aussi et c'était hyper stimulant. Et je voulais continuer à travailler avec eux. Et à l'époque, Azerty Jobs se lançait. Okay. Donc Azerty Jobs étant la partie emploi de Madines, qui me semble qui existe encore. Welcome to the Jungle se lançait aussi à peu près à ce moment-là. Donc il y avait plein de discussions en tant que Madines en tant que telle on veut faire un média sur les emplois dans la tech. Et donc c'est comme ça moi j'ai commencé en stage et ensuite j'avais pris mon statut d'auto-entreprise pour pouvoir continuer à travailler avec eux en parallèle de mes études et donc de travailler avec Edouard qui s'occupait du projet à l'époque et de se dire en fait quand t'es en stage ou en auto-entreprise, tu touches à tout. Tu fais en l'occurrence dans un média, t'écris les articles, tu fais la vente, tu fais la relation client, tu fais les posts et réseaux sociaux, etc. Et de voir le fonctionnement, même si Madines a beaucoup grossi depuis, mais je te parle de ça devait être en 2013-2014, de voir les émulations, de voir les journalistes. À l'époque, c'était Anaïs Richardin qui arrivait en tant que rédactrice en chef de la rédaction. C'était hyper enrichissant pour moi et ce côté effectivement voir tous les entrepreneurs et à côté de ça il y avait un peu la tendance des startup week-ends qui se développait en France, et notamment beaucoup à Paris. Et je suis rentrée dans ce réseau-là au fur et à mesure. En fait, c'est une relation qui se créait finalement, une espèce de tissu de réseau. Et donc, je rencontre une jeune femme qui s'appelle Judith, qui est au wagon maintenant, qui me dit, moi, je travaille pour un accélérateur qui s'appelle Axeléo. Qui accompagne des startups dans le B2B, plutôt pré-seed, seed, donc amorçage en français. Je vais éviter de faire comme les clients en parlant, en faisant du franglais. Et donc, ils cherchent quelqu'un à la com. Est-ce que ça t'intéresse? Et c'est comme ça que j'ai vraiment mis le pied dans la tech. Et donc, en commençant à la fois à travailler sur la communication d'Axeléo, d'accélérateur passé acteur de l'investissement parce qu'ils venaient de créer leur premier véhicule d'investissement pour investir dans les startups qu'ils accompagnaient et pour les participations donc les startups qu'ils accompagnent avec des boîtes comme Genji à l'époque ils faisaient de la note de frais maintenant ils sont plutôt concurrents de Expensify par exemple donc plutôt au-delà de la partie note de frais Alcide qui a été revendu à Tenable notamment, mais du coup de la tech hyper dure. Et j'y suis restée 1 an, j'ai fait le lancement du fonds et donc 1 an tout pile après, en fait le directeur général de France Digital, on se rencontre et il me dit je cherche quelqu'un à la communication, est-ce que ça t'intéresse? Et donc c'est comme ça que j'ai été embarquée par la suite chez FD. Ok, intéressant. Je suis une entreprise, j'envisage de travailler mes RP. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée? Ou pas? Pourquoi c'est une bonne idée? En fait, ça dépend. Il y a plein de choses à prendre en compte.
boîte B2B, boîte B2C notamment. En B2C, ça fait énormément de sens parce que la notoriété, elle se gagne énormément par la partie presse. Parce que tu vas toucher des réseaux énormes en allant toucher les médias. En B2B, ce qui est intéressant, c'est que la presse va aider à la notoriété, mais plutôt à mettre ce côté justement tampon. Si tu as eu l'article des Échos ou l'article du Figaro qui va bien, qui parle de ta levée de fonds par exemple, eh ben ça va t'aider commercialement pour aller voir par exemple un grand acteur du CAC 40 parce qu'en fait on se rend pas compte, mais la presse même si on dit qu'elle est pas indépendante, qu'elle est en train de mourir, etc. En fait, faut s'imaginer que, notamment en tant que start-up, si tu vas chercher des gens du CAC, en fait, les grands patrons, ils ont toujours le journal papier sur leur bureau avec la tasse de café. C'est très cliché ce que je dis, mais je pense que je suis pas trop décalée par rapport à ce que je dis. Et donc souvent, en fait, quand on va chercher de la presse, on va plutôt aller rechercher donc la version print pour ce côté papier glacé que la version web, même si la version web elle est importante et apporte d'autres choses en termes de trafic. Mais tu as ce truc, on est toujours attaché en fait à cette aspérité papier. Donc pour en revenir à ta question, oui, il faut faire des relations presse. Maintenant, faut choisir la bonne étape. Ça allait être ma prochaine question. La transition est toute trouvée. C'est quoi le bon timing? C'est quoi le bon timing? Je pense que déjà, il faut avoir en tête ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que faire de la presse pour juste une question d'ego, ça sert à rien. Si c'est juste pour aller, pour être dans TechCrunch, parce que tu as fait une levée de fonds, ça va pas te ramener de clients, ça va te faire mousser un peu, mais bon, in fine, derrière, oui, tu vas peut-être choper 1 ou 2 invests intéressants qui t'auraient pas vu autrement, mais en vrai, les investisseurs, ils ont toutes les bases de données, s'ils veulent te trouver, ils te trouvent. Puis a priori, les investisseurs, ils n'ont pas de difficulté à recevoir de dossiers. Non plus. Il faut trouver le dossier, c'est plutôt le dossier qualifié qu'il faut qu'ils arrivent à trouver. Voilà. Mais ça, on est d'accord. Mais du coup, quand tu te replaces côté startup et dans cette idée de B2B, B2C, il faut de toute façon que tu aies un produit à minima. Faut que tu aies de l'attraction. Je sais, c'est très bateau ce que je dis, hein, mais en fait, de côté B2B, montrer des cas d'usage aux journalistes, c'est plus intéressant que de dire on a levé 5 millions d'euros. Parce que ça peut arriver, il y a des boîtes qui lèvent encore de l'argent basé sur des PowerPoints, les journalistes, ça va pas trop les intéresser. En revanche, tu leur dis j'ai créé un modèle de LLM qui va te permettre de faire ci, ça, et donc regardez la démonstration, elle est faite comme ça, là, ça va être beaucoup plus parlant. Je te dis pas que les Échos va prendre. En revanche, il y a une presse spécialisée tech. On a parlé de côté startup, mais il y a aussi une grosse presse spécialisée côté tech avec des médias comme Le Monde Informatique, L'Informaticien, le Mag IT, qui sont hyper intéressants, et c'est des journalistes qui sont hyper pointus, qui comprennent très très bien ce qu'est la tech, mais la vraie tech. Oui. La technique. La technologie, vraiment dans le sens pur du terme. Et donc ces gens-là, si tu leur explicites ce que tu fais et si tu leur montres, tu fais la démo, quoi. Tu peux la faire maintenant tout se fait en visio, mais tu peux faire en partage d'écran. Regardez, si j'appuie sur ce bouton, ça va faire ci, ça.
en fait, ils vont comprendre tout de suite l'intérêt du produit. Je reprends l'exemple de Virgile. Montrer que leur solution financière, elle permet aux gens d'acheter, et effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui ont réussi à acheter grâce à eux. C'est plus parlant, c'est à travers les témoignages qu'ils sont capables d'avoir que les histoires, en fait, que tu vas pouvoir raconter derrière, justement, ça va intéresser les journalistes. Si c'est pour dire, je suis un tel, je lève 3 millions d'euros pour démocratiser X ou Y, bon, en fait, tu vas pas apporter beaucoup de choses de concret, donc aucun intérêt, quoi. Oui, c'est du vu et du revu, c'est bon, voilà, ok. Très bien. Alors, je voulais revenir sur... Tu mentionnais Virgile, ah oui, c'était ça. Je voulais revenir sur un point qui est quand tu disais, en tant qu'acteur, tu peux très bien, du coup, utiliser les RP pour expliquer donc, ce que toi tu fais, mais aussi ce que tu comprends du marché, ou enfin le fait que tu as une vision sur le marché et que tu ouvres une perspective du marché auprès des journalistes. Ouais. Tout à l'heure, quand tu as mentionné ça, ça me faisait penser à toutes les boîtes qui font les baromètres, les trucs comme ça. C'est un peu ça l'idée ? Exactement. Ok. Et en l'occurrence, c'est pour reprendre l'exemple de Virgile, mais après, ça reste un basique. Il y a 2 études qu'on fait chaque année. Une étude qu'on appelle l'indice et l'autre le baromètre, du coup. Facile. Et donc, celle qui, il me semble, a fait le plus parler l'année dernière, c'est le baromètre, qui est la mesure qui permet de voir combien de salaire annuel moyen tu dois gagner pour acheter un 40 mètres carrés à Paris. Intéressant. 100 000 euros qu'on l'a fait l'étude. D'accord. Donc, nous, on a fait le communiqué assez basique. Il y a 4 médias qui l'ont repris sous embargo à la base. On avait fait des interviews et tout. Il y avait le Journal du Dimanche, Le Figaro, Les Échos et BFM TV Web. Pas télé web. Et en fait, ce qui était assez intéressant sur les 4 et la portée que ça a donné par la suite, c'est que les Échos, Le Figaro, c'était un peu le côté statutaire, corporate, notoriété pure de la marque qui était intéressant parce que Virgile se positionnait sur un sujet très spécifique. Et pareil pour le Journal du Dimanche, avant que ça change de direction. Et BFM Web a fait, en fait, si tu veux, traîner de poudre sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont tweeté et qu'ils ont un compte qui est très très suivi par exemple sur Twitter, et donc ça a donné plein de mèmes entre autres sur Twitter, entre autres il y a des choses qui passaient où il y avait des jeunes qui disaient acheter à Paris un 40 mètres carrés, mais quelle idée pour vivre avec des rats, de la pollution, etc. Enfin c'était un peu pas nawak dans le sens les internets quand ça troll, quoi. J'allais dire, tu décris Twitter, quoi. Enfin... Voilà, c'est ça. Et du coup, et en fait, ça remontait jusqu'à Hugo Décrypte, qui en a fait un de ses 5 sujets le soir dans ses vidéos. Ah ouais. D'où le sujet influence. Je faisais la blague avec Nabila tout à l'heure, mais en fait, quand t'as un sujet... Bon, moi, j'avoue que j'avais peut-être sous-estimé l'ampleur que ça allait prendre aussi parce le communiqué de presse, initialement, on l'avait pas tourné. On n'avait pas dit il faut 100 000 euros pour acheter un 40 mètres carrés. On avait été un peu plus soft volontairement. Après, c'est les journalistes qui ont choisi de le faire un peu plus putaclic, si je peux le dire comme ça. Et c'est ensuite par la force des réseaux que ça a pris de l'ampleur et que on a entendu parler de Virgile. Et c'est là que la notoriété, finalement, on peut commencer à la mesurer parce que il y a eu un moment T où il s'est passé un truc assez fort pour que ça soit vraiment visible au niveau national, et que même tu fais le test dans la rue, vous en avez entendu parler, vous savez que c'est la start-up Virgile, oui, j'en ai entendu parler, et donc
c'est comme ça que tu commences à poser les fondations. Mais ça, là-dessus, c'est une licorne, hein, presque pour moi en termes de use case. Ça n'arrive pas tous les 4 matins. On aimerait beaucoup, mais non. Et donc, le playbook le plus classique, c'est effectivement, quand on prend les relations presse, en fait, il faut remonter d'un étage et dire, il y a la communication, la stratégie, c'est celle-ci. Et donc, le ou la directrice communication va avoir à sa disposition tous ces canaux, et dans ces canaux il y a les relations presse, et donc comment on fait pour mettre en musique tout ce qu'il y a dans le pipe communication, et donc moi je suis là pour dire ok, dans ton panel de sujets, ce qui est intéressant c'est ça, voilà ce que je vais récupérer et ce que je vais aller utiliser pour aller voir la presse. Et d'ailleurs, tu me dis qu'on peut faire aussi des études, etc. Montons-les ensemble. Tu vois, le baromètre, on est allé chercher des données externes, on a créé un modèle sur Excel. L'équipe Virgile en l'occurrence, je remets le crédit sur eux parce qu'ils ont fait un travail formidable là-dessus. Moi, mon travail, ça a été de reprendre les données et de raconter l'histoire qui, bien entendu, était bénéfique pour la société, mais c'était aussi l'objectif de montrer ce qui se passe dans l'écosystème et pourquoi une solution comme Virgile fait du sens sur le marché aujourd'hui. Mais en fait, c'est à la portée de tout le monde. Il faut être un peu créatif et on a la chance de bosser dans les startups pour justement, ok, on a un sujet, comment on fait pour le faire émerger, et donc d'aller chercher les outils qui vont bien, dont les relations presse derrière. Mais tout n'est pas à aller envoyer en presse. Il y a des choses assez classiques, la levée de fonds, des nominations au sein d'une société au stade de C-level par exemple, ou de conseil d'administration. Et après, à toi aussi de créer la news en fonction des sujets que tu peux avoir, quoi. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc., ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Ok, donc si je reviens sur ma question de base qui était c'est quoi un peu le bon timing pour faire des RP, si je comprends bien, ça reboucle sur ce que tu viens de dire, en fait le bon timing c'est le moment où tu as une histoire à raconter, quoi. Exactement. Par contre, il y a un point qui m'a marqué dans ce que tu viens de dire, c'est ok, j'ai mon plan de com, toi tu vas regarder le plan de com et tu vas dire ah tiens ça pourrait faire des bonnes histoires à raconter. Oui. Comment tu les identifies? C'est quoi les critères qui font que, tu vois, moi demain, qu'est-ce qui fait que par exemple je vais me dire ah tiens, ce truc-là, il y a peut-être un truc à faire au niveau des RP. En fait, je pense que l'avantage qu'on a dans notre métier, c'est qu'on comprend ce que vit un journaliste, on comprend ce dont il a besoin, on comprend le média. Et donc, on est capable de, en fonction de ça et de la société qu'on a en face, société ou personnalité. D'ailleurs, c'est pas forcément que les sociétés, parce qu'on pourra parler du personal branding après. C'est exactement la même chose. C'est juste appliqué à une personne, personne physique, personne morale, ça marche de la même manière finalement. Et donc, par la connaissance du terrain médiatique, effectivement, on peut voir ce qui peut fonctionner. Mais ce qui peut fonctionner, ça peut être, exemple cette semaine, Christophe Béchu qui parle des nouvelles aides pour le logement dans le Parisien. C'est un exemple hyper concret. C'est-à-dire qu'il a choisi le média un des médias les plus visibles, le Parisien, qui est prescripteur et donc qui va faire effet boule de neige dans la presse de manière générale. Une société comme Virgile ou
dans l'immobilier ou dans la finance, les courtiers, les banquiers, etc. En fait, c'était intéressant parce que le ministre a pris la parole sur cette problématique-là. Et donc, l'objectif, c'est de dire comment je fais pour décrypter ce qu'il a dit. Est-ce qu'on dit que c'est bien, est-ce qu'on dit que c'est pas bien, etc. Mais ça, quand tu le vois, il est 6h du matin, 6-7h du matin, et tu dois attraper le wagon le plus rapidement possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le newsjacking. Donc soit tu es en capacité de créer la news, c'est l'exemple Virgile avec le baromètre. Soit tu te raccroches à ce qui se passe dans l'actualité le plus rapidement possible, et là c'est là où tu rentres en compte dans le newsjacking. Donc il y a pas de, en fait, le bon moment, ça va être plutôt le moment où toi tu vas décider d'investir dans les relations presse, plus que parce que souvent on dit oui, la levée de fonds c'est un prétexte. Mis à part devenir licorne comme a pu l'être Penny Lane récemment, voilà. En vrai, c'est de plus en plus compliqué de faire une annonce de levée de fonds. Donc, faut trouver d'autres manières aussi de parler de tout ça. Et du coup, question aussi que je me pose, c'est est-ce que tout le monde a une histoire à raconter suffisamment séduisante pour les RP ? Tout le monde a une histoire. Ça, on est d'accord. Tout le monde a une histoire. Effectivement, il faut un peu des curseurs qui peuvent être intéressants. Je donne l'exemple Flowey, qui est dans tout ce qui est procurement. Pourquoi la boîte était intéressante alors que sur le papier, on va pas se mentir, c'est un peu chiant. Je les aime beaucoup et ils savent que ils vont pas m'en vouloir quand ils m'écouteront dire ça. C'est que à la base, l'un des fondateurs, c'est le fondateur de Sunday. Donc, sur la partie technique, Yann, qui était directeur technique de Sunday, qui a été directeur technique de Big Mama. Donc forcément, le gars, il a déjà un peu un terreau sur les sujets fintech, et donc là, il lance sa boîte dans le procurement. Il a 30 ans. Il a ce track record parce que Sunday a déjà une notoriété en place. Il est jeune, il est tech, donc forcément, tout de suite, en termes de presse, c'est hyper intéressant. Et tu vois, ils avaient levé de l'argent. On n'en a pas parlé dans le communiqué de presse. Ça a été posé, il l'a dit à certains journalistes, mais c'est vraiment passé sous le radar. Demain, là, j'ai pas d'exemple concret à te donner. Effectivement, on joue sur cet aspect sexy pour que ça fonctionne. Après, il y a aussi une question de est-ce qu'on est capable de vendre le sujet ? C'est pas parce que c'est tout le temps sexy. En fait, on est un peu les avocats aussi de nos boîtes, d'une certaine manière. Et donc, et je dis avocat volontairement parce qu'il y a ce côté proactif. On va aller vendre le sujet, mais il y a aussi ce côté défensif où il faut qu'on les protège des médias. Alors, bon, on n'est pas sur des gros risques non plus, mais tu vois, j'ai pas travaillé sur le cas Luco. Mais ce cas-là, il est hyper intéressant parce que il y a eu beaucoup d'acharnement médiatique sur eux, sur les investisseurs, sur les fondateurs, mais surtout sur les fondateurs. Ça a été un peu la presse people Luco pendant quelques temps. Donc, c'est bien de faire des RP. Il faut en faire pour la notoriété de la boîte. En revanche, il faut faire, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, être dans tes crunchs pour le côté égo, ça sert à rien, mais il faut aussi savoir s'en protéger. Parce que le jour où il se passe X ou Y, la chute, elle est assez violente. Oui. Et ce qu'on se rend pas compte aussi, c'est que c'est des gens, des entrepreneurs, c'est des gens qui déjà doivent gérer la suite de leur boîte, doivent gérer le people, tous les employés qui sont concernés. En plus, se prennent cette vague médiatique je pense tout ce on voit pas, donc les SMS, X ou Y, la famille, les amis. Exactement. Et l'impact sur la santé mentale, je les connais pas, mais je me dis c'est violent en fait à porter quoi. Donc quand tout va bien, ça va.
mais il faut aussi prévoir et anticiper ce genre de sujet parce qu'on est dans l'écosystème startup et qui fait pas de cadeaux quand clair. Ça va pas bien, quoi. Et d'ailleurs, là, ça me faisait penser aussi à Mastéos, oui. et où il y a eu beaucoup de RP, mais là, parce que il y a eu notamment les fondateurs qui ont souhaité prendre la parole sur la fin de l'histoire, etc. Là où Luco, les fondateurs ont été très silencieux, et ça a été un acharnement, mais voilà, eux, on les a pas entendus. Autant côté Mastéos, on a pu entendre les gens, mais les fondateurs ont pris la parole, et donc là, il y a eu aussi une démarche de leur part de prendre la parole dans la presse. Donc c'est assez intéressant de voir effectivement les différentes réactions. Ok. Donc c'est assez intéressant effectivement ce rôle où toi tu te dis moi je suis dans l'attaque et la défense en fait. C'est un peu ce truc là. Milieu central. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Je voulais donner un nom de joueur mais je connais pas le foot donc il faut une histoire à raconter. Ouais. Ça c'est le truc principal. Si je reprends un peu, tu vois, c'est quoi tes conseils sur le sujet ou c'est quoi les erreurs les plus communes que tu vois ? J'imagine que ça tourne aussi un peu autour de ça, mais t'as d'autres choses que tu pourrais donner en conseil ou en erreur à pas commettre ? En fait, le vrai conseil et le seul conseil que je donnerais, qui est pas lié parce que je veux que les gens fassent des RP absolument, pas du tout, c'est plutôt ce côté relation presse, le terme relation. Une relation, ça se construit dans le temps. Que la société fasse le choix de le faire en solo ou accompagné, c'est une chose. En revanche, il faut vraiment le faire sur le moyen long terme. Sinon, ça a pas d'intérêt. Faire une levée de fonds, donc tu vas faire monter la sauce et puis après t'auras entre guillemets plus rien à raconter, donc la sauce redescend. Au final, tu fais du start and stop toutes les 35 secondes. Et en fait, pour les journalistes, ils ont tellement de personnes qui les appellent ou ils reçoivent tellement de mails. Il faut s'imaginer, je crois que c'est à peu près 300, 500 emails par jour que les journalistes reçoivent. Donc, il faut que, t'arrives à catcher, à les intriguer par rapport au message, à l'objet du mail que tu vas leur envoyer ou du SMS que tu vas leur écrire ou au moment où tu vas pitcher par téléphone. Même moi encore, ça m'arrive. Quand je suis pas sereine sur un sujet, ça doit s'entendre dans ma voix. Et donc, le journaliste, il se dit, si elle est pas si sûre d'elle, c'est que, ça sert pas que ça sert à rien, mais je préfère passer au sujet. Voilà, je préfère passer au sujet suivant. Et donc déjà, faut être sûr de ce qu'on fait et du message qu'on va adresser. Et donc ça, c'est le rôle de la communication aussi, de préparer les messages, la plateforme de marque, la plateforme de message. On en revient à des basiques, mais en fait, il faut avoir fait ça avant d'avoir fait des relations presse. Être sûr de son coût et de le faire sur le long terme, et ce côté long terme, parce que une fois que tu as parlé justement avec les journalistes, l'idée c'est d'aller les voir régulièrement, pas forcément sur ton activité, mais juste dire je sais pas si tu as vu tel sujet, est-ce que ça peut t'intéresser. Dans le paiement, il se passe par exemple plein de choses, il y a plein de choses intéressantes, et donc il y a pas mal de débats sur cette problématique-là. Et donc rentrer pour justement montrer l'expertise, encore une fois, c'est hyper intéressant et surtout important pour un journaliste pour qu'il t'appelle derrière, quoi. Du coup, je comprends bien cette vision long terme, mais il y a aussi des moments où, en tant qu'équipe marketing, en tant qu'équipe fondatrice, peu importe, il y a un moment où on va ressentir le besoin, il y a un moment où on va se dire tiens, c'est peut-être le bon moment, etc. Du coup, comment est-ce qu'on peut arriver à faire vivre un peu ces deux temporalités de je sens que c'est le bon moment et en même temps, c'est du long terme? Tu me poses une colle. Quand on fait le choix d'y aller tout seul, en fait, ce qui est important, ce que nous on fait en presse et on le fait tous les jours, c'est mapper un peu ce qui se dit tous les jours, ou par quel journaliste. Donc si tu veux faire un peu de do it yourself sur le sujet, faut comprendre un peu déjà quel journaliste écrit sur quoi. Ça sert à rien de contacter toute la rédaction parce qu'ils vont pas te répondre et même voir te blacklister en fonction. Je te prends un exemple, les cryptos.
Gros sujet. T'as, par exemple, tous les acteurs, un coin house, par exemple, qui sont sur les sujets de finances personnelles. Tu dois avoir, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de journalistes sur cette thématique-là de finances personnelles. Et donc, c'est ce qu'on appelle le cœur de cible. Et ton cœur de cible, tu vas voir en fonction de chaque individu, chaque journaliste, comment il va aller écrire, etc. Et à partir du moment où tu as mappé ce premier pool, tu vas pouvoir tester un peu ton discours aussi. Tout comme tu testes ton discours de vente, tu vas tester ton discours RP auprès des journalistes. Et donc, si à un moment donné, là, t'as cette émulation et tu te dis, ok, peut-être que ce sujet peut marcher. Et si tu as réussi à créer une relation de confiance avec un journaliste où tu sens qu'il est assez sympa pour t'écouter et que tu lui pitches le sujet et que le sujet en fait l'intéresse, ça veut dire que potentiellement tu peux avoir des chances de voir ton sujet repris par d'autres journalistes. Parce que la manière dont tu l'as amené et parce que si effectivement lui se sent OK de le faire, c'est qu'il y a une potentialité. Mais le sujet, il faut vraiment l'annonce, le sujet en tant que tel, il faut vraiment le travailler en amont. C'est une question de mots. Au mot près, on fait attention vraiment à ce qu'on écrit parce que notre plume, finalement, c'est aussi ça qui va faire changer le discours et la manière dont le journaliste va reprendre le sujet derrière. Oui, c'est un sujet d'interprétation aussi derrière. Exactement. Est-ce que du coup tu dirais que pour arriver à faire coïncider un peu ces deux temps, le mieux finalement, si tu veux le faire par toi-même, faut accepter le temps long, à part si effectivement tu as un espèce de cœur de cible hyper identifié avec qui tu peux activer des choses assez rapidement, mais soit tu acceptes le temps long, soit tu passes par des gens comme toi où toi tu as déjà ton réseau, tu es capable d'activer des choses assez rapidement, etc. Est-ce que c'est un peu ça le... En fait, même d'ailleurs, je parle beaucoup depuis tout à l'heure de pitcher auprès des journalistes, mais dans la presse, il n'y a pas que ça où tu peux rentrer dans la presse. Tu as ce qu'on appelle des tribunes libres. Donc, tu as des espaces qui sont dédiés dans certains médias. Par exemple, le Journal du Net, c'est imbriqué dans chacune des catégories du média. Aux Échos, c'est le cercle des Échos. Donc, c'est toute la partie idées et débats, où si tu as envie de parler d'un sujet qui est un peu une sorte de... qui est une tribune finalement, tu peux aller voir un média et leur dire, voilà, j'ai écrit cette tribune, est-ce que ça vous intéresse de la prendre ou pas? Et donc, c'est prendre un autre moyen de par le biais de la presse, de faire véhiculer tes messages que tu auras écrits. Donc, qu'il faut pas que ça soit commercial, faut que ça soit une grande idée qui soit après réfléchie et argumentée. Mais c'est une manière de prendre aussi le sujet de la presse. Tu peux aussi créer des partenariats médias. Il est possible sur certains médias d'écrire des tribunes là qui sont des tribunes aussi libres, mais plutôt pratico-pratiques, en disant je veux investir dans la crypto, quels sont les conseils pour y arriver, quelles sont les 5 plateformes que je dois utiliser pour investir en crypto, par exemple. Donc ça apporte du contenu aussi pour les journalistes. En fait, faut aussi se dire que un média, là je rejoins ton travail avec Bulldozer, c'est que eux ils ont besoin de faire du trafic, parce que grâce au trafic ils vont aller chercher de l'abonnement. On en revient au business model des médias, et donc ils ont besoin eux ils ont le côté journaliste, indépendance avec des guillemets malheureusement, mais indépendance, parce que malgré tout c'est pas c'est pas du brand content, sinon de toute façon c'est à chaque fois écrit. En tout cas ils sont pas payés pour faire du brand content, ils sont vraiment payés à chercher des sujets de fond. En tant que journaliste, mais c'est aussi possible, toi en tant que marque, de dire j'ai une expertise sur ce sujet-là, je pense que ça peut être intéressant pour telle catégorie de votre média, par exemple les EcoStart, je suis une école de commerce par exemple,
toi, jeune, comment tu fais pour postuler aux 4-5 grandes écoles de commerce? Quels sont les prépas à faire? Ça peut être aussi des sujets que tu peux apporter aux médias. Après, effectivement, il faut avoir la connaissance et la compréhension, mais juste en ouvrant régulièrement le journal, tu peux voir les tendances assez facilement. Ok. Comment est-ce qu'on mesure la performance d'une stratégie RP ? Alors, c'est une vaste question, souvent posée par les startups. Le côté très héroïste du sujet. Alors, à moins de payer plusieurs milliers d'euros pour faire des études qualitatives auprès de publics cibles, comme les peuvent le faire, etc. Ouais, exactement. Comme avec les sondages, les instituts de sondage, par exemple. Alors, tu peux mesurer, mais je veux dire, ça va être beaucoup plus intangible que une publicité Google où tu sais que tu as mis X argent, et ben tu vas avoir potentiellement tel retour sur investissement. D'ailleurs, je fais souvent ce parallèle-là. Pour moi, tout ce qui est marketing, ça va être très mathématique. Le côté communication et RP, c'est très littéraire. Et donc, nous, notre objectif, c'est effectivement, dans la partie relations presse, c'est de construire cette notoriété. Donc, on peut avoir des stats parce que on est capable de dire, l'audience des Échos, elle ressemble à ça. Ton article, il a été vu par X milliers de personnes. Et de faire le parallèle avec le nombre de personnes qui a visité ton site a posteriori de l'annonce et le nombre de personnes qui a sign up ou qui a demandé un rendez-vous, par exemple, tunnel d'acquisition classique. Mais entre je dis n'importe quoi, ton article a fait 25 000 vues dans les Échos, t'as 3 personnes qui s'est inscrit, tu te dis, les relations presse, ça sert à quoi? Le prix que ça me coûte versus le retour sur investissement, il est quand même pas donné, quoi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit plutôt, effectivement, ça peut amener des leads sur le long terme, mais les RP sont vraiment là pour construire cette notoriété, pour construire le discours de preuve, en fait. Oui, c'est vraiment de la crédibilité. Exactement. Ok. Oui, et après, du coup, ce sujet de la crédibilité, de toute façon, c'est comme tu disais, les études, ok, c'est que ça va pas plaire aux startups, mais ok. Demain, je veux me lancer dans l'RP, je veux bosser avec toi. C'est quoi le process classique pour se lancer? Sachant que j'imagine que toi, voilà, t'as un peu ton process. T'as mentionné le fait qu'il fallait partir de la plateforme de marque, qu'il fallait commencer par ce truc-là. Mais c'est quoi un peu, tu vois, les grandes étapes qui garantissent un peu le succès du sujet, quoi? Donc, effectivement, il y a le sujet de plateforme de message, de l'avoir déjà en place ou en tout cas avoir des bases sur lesquelles moi je peux me positionner pour justement écrire ce qu'on fait habituellement en presse, c'est-à-dire le communiqué de presse qui est le document statutaire qui dit la startup X à l'annonce Y, et donc on va raconter l'histoire par rapport à ça. Donc ça c'est le document final, et ensuite le process c'est en fonction de l'annonce effectivement travailler la stratégie. Et dire cette annonce elle va toucher annonce de levée de fonds, il faut aller voir des médias financiers, des médias start-up, des médias liés donc spécialisés liés à la société, et donc faire en sorte que pour chaque média on soit capable par rapport à ce premier document de communiqué de presse, de pouvoir adapter en fonction des messages. Parce que tu vas pas raconter la même histoire si, par exemple, t'es une start-up au hasard dans l'immobilier, tu vas pas raconter le même sujet à... la presse spécialisée immobilière et le grand public. Exactement, tout à fait. Et donc, c'est d'où le fait qu'il faille avoir une plateforme de message pour justement être en capacité de remonter ou redescendre en fonction de l'interlocuteur final que tu vas avoir.
exemple, tu veux faire de la presse quotidienne régionale, donc tu veux, je caricature, toucher Madame Michu, tu vas pas parler de la même manière à Madame Michu qu'à au grand patron d'une grande banque, par exemple. Ouais. Et donc, cette plateforme de message, elle est là aussi pour ça, pour donner le curseur et le ton de la société aussi, parce que le ton va aussi changer en fonction des sociétés, et les stratégies vont aussi changer. On parlait d'influence. Il y a des sociétés dans le B2B qui préfèrent que ce soit leurs clients finaux qui parlent dans la presse plutôt que eux soient exposés en direct, à moins qu'ils aient une annonce X ou Y qui soit intéressante, mais ils préfèrent véhiculer leur message différemment par des proxys pour le faire. Et c'est une tactique comme une autre. Mais en tout cas, il faut aussi savoir l'adapter en fonction des sociétés. Oui, de la manière d'aborder le jargon, ce genre de choses par exemple, quoi. Exactement. Ok, et du coup, t'as un espèce de document tronc commun, ensuite t'as ta plateforme de message, et le mix des deux fait que tu vas être en mesure de transformer ce tronc commun pour telle et telle audience. Voilà. Exactement, oui. Ok, mais du coup, effectivement, aussi en amont, il y a un vrai travail à faire sur l'identification des audiences, quoi. Exactement, et donc on fait ce qu'on appelle une cartographie des médias, que moi j'ai grosso modo en tête de toute façon à partir du moment où je parle avec une personne physique ou morale, mais que je remets sur papier en disant t'as cette presse là, voilà les journalistes que tu peux aller chercher et pitcher, et donc par exemple un fonds d'investissement il peut avoir 3 ou 4 portes d'entrée différentes par média. Et en fonction, par l'angle d'attaque que tu vas aller chercher, que tu vas donner aux journalistes, tu vas pas toucher le même sujet. Si tu le fais, par exemple, en mode pur investissement, je reprends la rédaction des Échos, il y a une personne qui est dédiée au capital investissement qui s'appelle Anne Driff. Si tu le fais en format très start-up, c'est Charlie Perrault et sa rédaction qui s'occupe de ces sujets-là. Si tu le prends de manière très spécialisée parce que tu veux vraiment parler à l'audience dédiée du private equity, il y a dans les Échos Capital Finance, qui est le média dédié à cette population-là. Et donc, il y a un journaliste qui s'appelle Gabriel Nedelec, qui en est le rédacteur en chef adjoint, qui va notamment traiter de ces sujets-là. Et donc, voilà, être en capacité en fonction de tous les journalistes et la typologie des médias et, encore une fois, de l'histoire que tu vas raconter, être capable de, in fine, toucher le bon journaliste, quoi. Et après, il y a ce que nous, on fait, mais aussi tout l'externe qui est parce qu'on peut pas contrôler, qui est l'actualité. Oui, le newsjacking que tu disais tout à l'heure, voilà, il faut être présent, voilà. Exactement, et qui va aussi complètement bouleverser des rédactions au point où des journalistes qui sont, par exemple, je sais pas, il y a une annonce gouvernementale demain sur le financement des startups, pour des rédactions qui sont plus petites, ils vont complètement chambouler leur rédaction pour faire en sorte de parler de ces sujets-là, mais du coup, dans ce chamboulement, il y a des personnes qui parlaient, je sais pas, de sujets santé, qui vont se retrouver à parler de sujets financement, mais ça va arriver à un instant T. Donc, il faut aussi être capable de percevoir ce genre de moment pour justement être assez agile et pouvoir aller parler aux bonnes personnes à ce moment-là, quoi. Ok, intéressant. On a pas mal parlé un peu des tendances de la presse. Je voulais revenir un peu là-dessus, tu sais, où... Voilà, tu mentionnais tout à l'heure, pour beaucoup, en fait, la presse est en train de mourir, machin, tu vois, on entend ça. Et je voulais un peu te questionner, on a un peu aussi mentionné le rôle des influenceurs, où tu vois, j'ai eu l'impression, tu vois, au travers de la conversation, qu'il y avait d'un côté des journalistes, de l'autre côté les influenceurs. Toi, dans ta position et en tant qu'entreprise, quand tu veux faire des RP, comment est-ce qu'en fait tu navigues là-dedans, et pour toi, c'est quoi un peu les grosses tendances que tu observes dans ce milieu de la presse, quoi ? En fait...
On peut en revenir un petit peu à ce qu'on se disait par rapport aux jeunes journalistes, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Travailler dans la rédaction, c'est pas forcément évident. Faut se battre pour avoir une place. Et en fait, il y a toute une nouvelle génération de journalistes qui montent leurs propres médias. Je pense notamment à Grégory Raymond et Raphaël Bloch qui ont créé The Big Whale il y a maintenant 2 ans. Ouais. Il y a sur les cryptos. Sur les cryptos. Il y a Léa Lejeune qui est une ancienne journaliste de Challenge qui s'est associée. Alors Morgane n'est pas journaliste, mais elle comprend assez bien le secteur des médias pour lancer Plan Cash, qui est un média dédié aux finances personnelles pour les femmes. Et donc on voit une nouvelle génération de médias se développer. Donc en fait, le terreau médiatique est en train de se transformer. Parce que le format papier, même si il est encore hyper présent et prescripteur, en fait, malheureusement, il va être voué à disparaître, ou il va faire comme le vinyle, il va revenir à un moment donné parce que c'est trendy. Mais le web prend de plus en plus de place, et aussi parce que certains journalistes se disent en fait j'ai envie de monter quelque chose, j'ai envie de mettre ma patte à cet écosystème-là, et donc vont créer des médias super niches, dont The Big Whale sur les cryptos. C'est quand même un sujet. Quand ils se sont lancés, ils parlaient beaucoup aux gens qui s'y connaissaient. Maintenant, ils sont en train de s'ouvrir un peu plus, parce qu'il y a une question de taille critique aussi. Et c'est intéressant un peu de voir comment, en termes de stratégie, ils se développent. Mais du coup, en termes de médias, ce que tu vois, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais en fait, derrière tout ça, tu as des stratégies de communauté qui sont hyper intéressantes. Où, si je reprends l'exemple de The Big Whale, il y a un Discord avec tous les membres, tous les abonnés du média. T'as les événements avec notamment des petits déjeuners thématiques sur le luxe et la crypto, etc. T'as des rapports qui sont faits conjointement avec des entreprises, etc., etc. Et donc ils ont finalement pris le modèle des médias, mais ils l'ont adapté à la sauce un peu start-up, en rendant ça beaucoup plus agile, en se positionnant sur des techs beaucoup plus légères, notamment des outils comme Substack. Quoique les garçons, je sais pas s'ils sont sur Substack, mais en tout cas, ça aide grandement à ce que les coûts soient le plus faibles possible. Et donc, communiquer. Mais eux, ce sont des journalistes, ils ont la carte de presse. Ce qu'on voit effectivement, et c'est le point, je pense, où tu voulais que j'en vienne, c'est le côté influenceur. Toi, Jordan, t'as ton podcast, ta newsletter, t'as sur LinkedIn une forte communauté. Combien t'as de personnes du coup aujourd'hui ? Plus de 50 000. Ouais, plus de 50 000. Bon, j'en ai 5 000, voilà, chacun son ratio. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas véhiculer des idées, des thématiques, des idées qui vont être probablement beaucoup plus suivies que stratégie. Si je dois faire le parallèle sur un média marketing. Et c'est là où toute l'idée de devenir les sources d'information des journalistes, en fait, t'enlèves journaliste de la phrase, c'est devenir les sources d'information. Et donc, aujourd'hui, l'influence, elle se fait de personnes physiques et personnes morales pour gagner en crédibilité, pour faire véhiculer des messages, mais en tant que personne ou en tant qu'entreprise. Il y a plusieurs exemples qui sont... toi, tu as un exemple hyper parlant parce qu'effectivement, il y a plusieurs milliers de personnes qui te suivent sur différents formats. Donc, quand tu dis quelque chose, les gens t'écoutent et vont appliquer les méthodes que tu leur conseilles. Si je prends l'exemple de Stripe, ils ont créé une maison d'édition. Je crois que c'est les seuls, dans la tech, même globale, à avoir ça. Et donc... Alors, ils véhiculent pas leurs idées. C'est des personnes qui vont éditer pour écrire des livres, et des livres qui sont hyper intéressants sur comment scaler une boîte, comment recruter du people, mais c'est aussi des sujets hyper géopolitiques et hyper économiques. Donc là, c'est parce que leur mission, c'est de faire grandir le PIB de l'Internet. Ils font véhiculer des messages par les maisons d'édition.
Je reprends un exemple plus terre à terre. Spoon, la newsletter de Virgile, il y a plus de 70 000 personnes qui lisent la newsletter. Ça parle d'éducation financière. Dans ce sens large, il parle, je crois, une fois par an ou allez, peut-être 2 fois par an d'immobilier. Mais ils sont plutôt là à dire... Bon, bah voilà, il y a, par exemple, aujourd'hui, c'est à Saint-Valentin. Et ben, dans un couple, comment tu fais pour justement mieux gérer tes finances personnelles? Et parce qu'ils ont créé un ton qui leur est propre, et ben, les gens s'intéressent à ce qu'ils disent, et donc ils vont suivre les conseils parce que ce qu'ils disent fait du sens aussi. C'est pas des sorciers de la finance aussi, sûr. Quoi. Et t'as la même chose dans l'écosystème startup et dans l'investissement. T'as une personne qui est chez Euraseo, qui s'appelle Alexandre Devez, qui a la newsletter Overlooked. Il fait chaque année le State of the French Tech. Il est sorti il y a 2-3 semaines, il me semble. Son rapport, il est remonté dans la presse nationale, notamment les Échos. Et donc là, tu vois que le rapport de force, il a complètement été... il change complètement. Et nous, en tant que attaché presse, mais en fait, la presse, vraiment dans son sens très large, finalement, souvent, on me dit, Chloé, va voir Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself, parce que, en fait, je veux parler aux entrepreneurs plutôt que d'aller chez Madines. Si je dois faire un comparatif de médias. Parce que les retours, ils sont tout de suite plus réactifs, parce que tu as ce côté humain que tu n'as pas forcément avec la presse écrite. Tu as juste une retranscription, en fait, de l'interview. Et encore, c'est quelques citations. Tu n'as pas un article entier sur toi. Versus le côté podcast ou le côté, effectivement, ou même newsletter, parce que tu as un ton qui est employé, qui va être, qui est propre à toi, qui va, du coup, attirer de la sympathie de ta marque ou de ta personnalité en fonction. Intéressant. Mais du coup, on multiplie le nombre en fait d'acteurs. Donc toi dans ton job, aujourd'hui, ok, t'as un scope. T'as beaucoup parlé de la presse et du fait que tu comprends les médias, etc. Mais du coup, naturellement, ces acteurs-là font partie en quelque sorte de ton nouveau radar. Exactement. Et Mathieu, d'ailleurs, ce qu'il a fait en créant une sorte d'écurie de podcasteurs avec des têtes emblématiques, avec Solène de Finscale, Sébastien Coinon avec 45 minutes tech. En fait, moi, je trouve ça même plus pertinent et ça incarne plus aussi le côté podcast. Là, on l'a fait avec Julien David, le managing director de Iris, le fonds d'investissement, qui a été chez Finscale là il y a quelques semaines maintenant. Les retours et l'impact médiatique, il s'est vu tout de suite. Les gens ont partagé l'épisode, ils ont trouvé ça intéressant ce qu'a raconté JD par rapport aux tendances de l'écosystème, et ça a fait beaucoup plus de bruit que s'il avait dit la même chose et que ça avait été retranscrit dans une citation, comme je disais, de manière assez classique. Mais encore une fois, c'est toujours, du coup, on en revient un peu au sujet de construire la notoriété sur le long terme versus faire un coup, finalement. Là, le sujet, c'était effectivement, on refait un point d'étape sur l'écosystème startup, sur ce qui se passe, et c'est le point de vue d'un investisseur qui, en plus, a des licornes, a son track record, donc il sait un peu de quoi il parle, versus, il y a un sujet, je sais pas, d'investissement, Penny Lane, par exemple. Il connaît pas le case spécialement, donc il y a pas d'intérêt à ce qu'il aille parler de ça derrière, quoi. Ok. Très intéressant. Et donc, parmi, on mentionnait aussi maintenant, il y a les influenceurs journalistes comme Hugo Décrypte aussi, effectivement, qui font partie un peu des différents sujets. Top. Question pour finir. Est-ce que finalement, faire des RP, c'est pas qu'une question de réseau? Est-ce que moi, en fait, finalement, si j'ai du réseau, ça va être facile pour moi. Si j'ai pas de réseau, ça risque d'être impossible dans tous les cas.
C'est pas impossible de faire des relations presse. Moi, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, j'avais pas de réseau. Je me suis construit le réseau et en étant à la tête de France Digital à la communication, oui, ça aide. Forcément. Quand t'es en cabinet, parce que je travaille avec des gens qui ont été en cabinet ministériel, pareil. En fait, tu attires les journalistes. Naturellement. Ouais. Maintenant, parce que tu vas avoir le bon discours, parce que tu vas avoir fait ta cartographie, en fait, il suffit juste d'être sympa. Enfin, juste, ça paraît assez bateau ce que je dis, et je veux dire, oui, de temps en temps, prendre un café, boire une bière, envoyer juste un petit SMS en disant ton papier sur tel sujet, il était hyper cool, hyper intéressant ce que tu racontes. C'est des trucs comme tu pourrais le faire avec tes amis si tu vois qu'il a accompli telle ou telle chose. Et à l'inverse, d'ailleurs, quand on lit des papiers, moi ça arrive de temps en temps, mais parce que à force comme ils écrivent rapidement, il y a des coquilles dans les articles. De temps en temps, parce que je suis sympa avec eux, je leur dis attends, regarde là, t'as une petite note où tu t'es loupé, et ils sont contents en fait parce que du coup ça montre que tu suis leur travail, mais et que t'as du care pour eux parce que t'as envie qu'ils renvoient une bonne image d'eux-mêmes en ayant fait un bon article, qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. Exactement. Et ça, je te dis pas ça par rapport à mes clients, je le fais vraiment quand je vois que c'est le cas, mais je le fais parce que c'est mon travail, mais en fait, on devrait tous être bienveillants et le faire. C'est très bisounours peut-être ce que je dis. Oui, non, mais c'est vrai. Et c'est un truc que je dis souvent à des entrepreneurs, tu vois, qui me disent mais comment est-ce que tu développes ton réseau et tout machin, et que je leur dis mais en fait ou comment tu te crées des opportunités et tout. Je leur dis mais en fait c'est être sympa, demander, relancer. Point. Genre, si déjà tu es sympa avec les gens, que tu demandes et que tu relances, franchement, ça déjà 80% des gens le font pas en fait. Donc déjà rien que ça, tu vois, t'auras des opportunités rien que pour ça, quoi. Donc je suis 100% d'accord avec toi. Ok. C'est quoi les prochaines étapes pour toi ? Les prochaines étapes, en fait, le sujet des médias, c'est un sujet qui m'intéresse, mais aussi parce que je pense qu'il y a une tendance qui est en ce moment aux États-Unis facilitée aussi par des outils comme je citais Substack tout à l'heure, qui aident justement des générations de journalistes à se lancer dans l'entrepreneuriat finalement et de lancer leurs propres médias. C'est en train d'arriver progressivement en Europe et en France, mais ça prend un peu de temps. Je pense qu'il y a encore des petites choses dans la tête des journalistes un peu à débloquer, parce qu'ils se disent ils sont pas légitimes, ils connaissent pas la tech, est-ce qu'on va être capable de le faire ou pas. Et je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire dans la sphère médiatique, notamment si je reprends l'exemple des garçons de The Big Whale qui ont fait un média super niche, je pense qu'il y a d'autres médias niches à créer, et qu'en alliant le côté justement compréhension des outils et du terrain médiatique, on peut créer de nouveaux médias. Donc après, il faut toujours trouver l'équilibre entre est-ce qu'on assume de prendre une partie indépendance et comment on construit cette partie indépendance, ou alors est-ce qu'on construit un média mais qui se veut du coup gagner de l'argent, et donc comment on fait pour y arriver. Donc ça c'est une question philosophique à avoir mais à mettre de côté. Et il y a il y a un terrain énorme de médias à créer. Pour la blague, parce que j'ai bossé pour des acteurs du paiement et que je travaille d'ailleurs toujours parce que j'ai un cabinet de conseil spécialisé dans les paiements, pour te dire, ça peut paraître très niche, mais en fait il se passe tellement de choses dans ces écosystèmes-là que j'en ai acheté le nom de domaine l'année dernière. Et en fait, moi j'adorerais trouver des personnes qui seraient OK de monter un média qui s'appelle donc paiement.fr. Et j'en fais la blague, mais souvent je parle de cette histoire-là
autour de moi pour voir un peu comment les gens réagissent, et les gens ils sont là mais c'est trop cool, faut que tu le fasses et tout. Bon, et après faut trouver l'équilibre entre mon travail d'aller parler aux journalistes et de créer un média, ça c'est encore un autre sujet, mais je pense que tout comme paiement.fr, patrimoine.com, X ou Y demain, il y a des choses à créer, il y a des acteurs qui seraient prêts à communiquer aussi de manière un peu beaucoup plus ouvertement parce que compréhension des sujets, et donc tu vas pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et en fait, ça revient aussi à la question de l'influence, c'est que tu peux donner une plateforme pour que les marques puissent aussi parler, alors avec un certain contrôle, et ça reste quand même du journalisme, donc il faut aussi avoir ce côté indépendance, neutralité, mais en tout cas le créer et d'en faire bénéficier la communauté, de pouvoir le faire comme on dit en franglais, du building public. Ça pourrait être très rigolo. Donc voilà, je lance le message. Oui, j'ai l'impression que tu as fait passer ton message. Ok, excellent. Donc s'il y a des personnes que ça intéresse, voilà, on a bien compris. Paiement.fr. Top. Écoute, merci beaucoup. Pour les personnes du coup qui veulent t'écrire, ça se passe comment ? Alors j'ai pas de site internet volontairement. Bientôt il y aura paiement.fr. Et bientôt il y aura paiement.fr. Non, ma page LinkedIn, donc Chloé Rossignol. Et sinon mon mail, chloé@source avec un S à la fin, source.agency. Super. Merci beaucoup Chloé. Merci à toi. Top. Et merci à toutes les personnes qui nous écoutent encore. N'oubliez pas le like, le commentaire, le partage, tout ça. Et à la semaine pro. Ciao. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!